La démarche RSE, à mon sens, n'est pas fondamentalement nouvelle, mais c'est vrai qu'après les mois tourmentés que nous avons tous vécus, elle prend sans doute une ampleur différente. D'abord parce que le travail à distance, même s'il a créé une certaine forme d'agilité partout dans les entreprises, a aussi eu des répercussions qui ne sont pas toujours positives. Naturellement, on est tous en manque d'humain, de rapports interpersonnels beaucoup plus directs. Certes, tout le monde s'est félicité que l'on pouvait, par des conférences téléphoniques, ou des conférences vidéo, entrer en contact avec le monde entier, là aussi en repensant un peu la logique de déplacement et de transition énergétique, de développement durable. Mais c'est vrai que ce besoin de contact direct, franc, dans la magie d'un regard, l'instantané aussi d'une rencontre, d'un échange, c'est quelque chose qui fait beaucoup réfléchir sur la priorisation des valeurs d'une entreprise. Et c'est vrai que quand on parle de RSE qui inclut beaucoup d'aspects, aussi bien les droits sociaux, les droits humains, des libertés politiques, l'attention à l'environnement, cette qualité finalement du bien-être au travail, cette qualité des échanges est devenue manifestement une valeur cardinale. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on est dans une forme de réconciliation entre la logique de performance intrinsèque à l'entreprise et la logique de valeur. C'est-à-dire que promouvoir une logique de valeur, ce n'est pas simplement un outil marketing, un outil de communication, mais c'est vraiment quelque chose qui désormais est au cœur de toute démarche entrepreneuriale qui se veut durable. J'ai l'avantage d'être dans une matière qui est complètement au cœur de la responsabilité sociale d'entreprise, dans la mesure où elle participe à l'éthique et à la compliance des entreprises vis-à-vis de leurs partenaires, vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de leurs clients. Et c'est vrai que la protection des données personnelles insuffle cet esprit d'éthique et de conformité. Alors, plus précisément par rapport à la diversité et à l'inclusion, ce sont véritablement des thématiques qui sont au cœur de la démarche RSE avec des objectifs qui sont extrêmement précis. Le premier objectif, c'est de vouloir assurer de retenir les meilleurs, de me retenir les meilleurs talents, quels que soient justement les profils de ces personnes. Et ça, c'est à cela que doit répondre la diversité et l'inclusion. Le deuxième aspect de la diversité et de l'inclusion, le deuxième objectif, c'est aussi de véritablement participer à l'innovation, à la créativité et être aussi un facteur de performance pour l'entreprise, hein, performance même financière. Une fois que l'on a dit cela, on a aussi les attentes de nos clients. On constate que de plus en plus, lorsque les clients nous font des appels d'offres, ils intègrent dans leurs appels d'offres cette démarche de diversité et d'inclusion qui est extrêmement importante. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire, mais on est uniquement dans des aspects business qui sont très importants pour l'entreprise, mais il y a aussi un facteur humain, puisqu'aujourd'hui, la diversité et l'inclusion doivent refléter le monde dans lequel on vit. Or, une entreprise ne peut pas être homogène, ne peut pas être qu'avec des personnes qui se ressemblent. Il faut qu'elle reflète le monde actuel et la diversité du monde actuel dans lequel nous vivons et qui, à travers les technologies de l'information, nous permettent justement d'avoir accès à cette diversité. Précisément, je pense que ce sera tout le défi des prochaines années, d'être non pas simplement dans une logique de construction, d'édification de programmes de RSE, mais d'être beaucoup plus dans une logique d'appréciation de la qualité du modèle par des indicateurs qui soient objectifs et fiables. Aujourd'hui, je pense qu'on en a quelques-uns à disposition, mais qu'on en manque encore. La loi Sapin y fait référence, par exemple, à travers la mise en place des procédures dites de whistleblowing ou d'alerte professionnelle, qui évidemment sont un canal important pour faire remonter de l'information au management en particulier, ou en tout cas aux personnes en charge de la conformité, pour analyser les risques, pour comprendre les situations posant éventuellement une difficulté ou justifiant précisément que l'on s'y intéresse et que l'on décortique si une difficulté sérieuse il y a. On procède de plus en plus souvent dans l'entreprise à des enquêtes sous forme de sondage ou via le contrôle interne pour apprécier précisément le fait que les valeurs ne doivent pas simplement être proclamées, mais doivent être mises en œuvre dans l'entreprise à travers le fonctionnement quotidien des structures. Et ce sont ces éléments-là sur lesquels je pense qu'on devra avancer ensemble dans les mois et années à venir.
les origines ethniques et raciales, la religion, les facteurs multigénérationnels, l'âge, les facteurs multiculturels et également les orientations sexuelles. Donc c'est un peu ces différentes composantes qui vont permettre de mesurer la diversité et l'inclusion dans une entreprise. Après, les démarches peuvent être différentes d'un pays à l'autre et c'est là où l'on constate que les approches culturelles peuvent être différentes. Dans un pays comme les États-Unis, on va plutôt raisonner par quota. Et dans ce cas-là, on va être beaucoup plus quelque part près de la donnée, près de l'individu, en collectant une information extrêmement précise sur les individus, le nombre de personnes d'origine noire ou d'origine latino-américaine, etc. Alors que dans des pays comme l'Europe, en tous les cas au sein de l'Europe, la collecte des données d'origine ethnique ou raciale ou d'autres religions, les orientations sexuelles, etc., ce sont des données extrêmement sensibles dont la collecte est complètement interdite. Et c'est pour cela qu'en Europe, on va plutôt avoir une approche par des questionnaires, par des enquêtes, par une écoute également, l'écoute des salariés, écoute des clients, pour savoir justement comment l'entreprise se comporte au regard de la diversité et de l'inclusion, et à partir de là, pouvoir tirer des données agrégées, statistiques, qui vont permettre de mesurer un peu où en est l'entreprise sur ces sujets de diversité et d'inclusion. Et donc, dans le cadre des études multijuridictionnelles que nous conduisons, cette approche culturelle est très marquée, puisqu'on a toujours un peu ces remarques qui nous viennent de nos confrères anglo-saxons qui nous disent souvent « mais comment pouvez-vous, de manière extrêmement claire et précise, mesurer la diversité sans véritablement avoir une donnée qui permette d'identifier ces origines-là de manière plus précise ?» Et donc c'est là où on voit que la protection des données et que le respect, en tous les cas, des droits de l'homme est extrêmement fort en Europe, et nous sommes très contents de pouvoir, en tous les cas, continuer à l'appliquer au quotidien pour nos clients. Ce qui me semble intéressant, c'est que dans la démarche même d'un cabinet d'avocats, avec sa logique entrepreneuriale, et donc très ouverte sur l'économie et la société, la démarche de RSE n'a rien d'artificiel. C'est finalement quelque chose que nous construisons au quotidien, bien sûr avec nos clients, avec les entreprises, pour l'essentiel dans les cabinets d'affaires, mais aussi nous-mêmes en tant qu'entreprise, vis-à-vis de nos collaborateurs et de l'ensemble des personnes qui composent ce cabinet. Très concrètement, cette logique se met en œuvre à 2 ou 3 niveaux. Premièrement, en définissant là encore une démarche entrepreneuriale qui soit conforme aux valeurs qui caractérisent le cabinet. Ça passe aussi par une attention à la qualité de vie au travail, dans la manière dont nous travaillons les dossiers, la manière dont nous restituons ce travail aux clients, et puis aussi la manière dont, en tant qu'avocat, nous nous positionnons non pas simplement vis-à-vis de nos clients, mais vis-à-vis du corps social. Comme avocat, nous sommes des techniciens du droit, mais j'espère que nous sommes un peu plus que ça. Nous travaillons aussi à l'élaboration d'idées nouvelles, proposons parfois un certain nombre de réformes, d'innovations, et dans cette logique finalement de leader d'opinion, ou en tout cas de promoteur d'idées nouvelles, je pense que ça fait partie de cette démarche RSE. Un cabinet comme DLA Piper a l'avantage, en tant que cabinet anglo-saxon, d'avoir une longueur d'avance, puisque, comme on le sait, les cabinets anglo-saxons sont extrêmement en avance sur ces sujets-là. Alors, en ce qui concerne DLA Piper, on constate que sur 3 points, la démarche RSE est très présente. La première, c'est dans les activités pro bono, puisque les collaborateurs comme les associés sont extrêmement impliqués dans ces activités-là. La deuxième, c'est la promotion de la femme à des postes d'associés, et je suis fière de faire partie d'un cabinet, en l'occurrence le cabinet parisien, où nous sommes 46% de femmes à des postes d'associés, et au niveau mondial, nous sommes à 21%, mais avec un objectif d'atteindre les 40% en 2030. Et le troisième aspect de cette démarche RSE, c'est aussi l'implantation internationale de DLA Piper à travers le monde, où là, on constate que notre développement en Afrique en témoigne. Nous sommes véritablement dans une démarche de lier des liens avec la population locale et avec les experts locaux pour pouvoir offrir à nos clients
une véritable offre internationale dans des pays avec l'ADN de ces pays-là, en respectant justement leur culture et leur diversité. Et ce qui nous permet aussi, et c'est là où on est dans une approche win-win, où on arrive à véritablement ouvrir des horizons en participant également à l'économie de ces pays émergents, en apportant également notre contribution dans le cadre du développement de nos cabinets dans ces pays-là.